Alors, on est juste 3 aujourd'hui, Stéphanie, Ophélia et moi, Christine, parce que Roselyne est partie en Finlande. Elle nous a quittés. Elle nous a quittés. La chanceuse. Faire un documentaire sur le King des boss, Michael Kingsbury. Donc, on va essayer de faire un bon show, même s'il n'est pas là. Donc, j'ai emprunté sa chaise momentanément. On a tassé. C'est ça qu'on fait. Hein? Mais Stéphanie est de retour. La semaine passée, elle n'était pas là, mais elle est de retour avec nous en studio. Permutation des rôles. Voilà. Et Steph a une nouvelle paire de souliers, évidemment. Évidemment. Ceux qui nous regardent sur tout.tv ou sur YouTube, ben, vous voyez la nouvelle paire. On dirait que je suis comme gênée des miens. Moi, j'ai genre des vieilles bottes délavées. J'étais arrivée vite du trafic. Mais bref, avant de commencer l'épisode, les filles, j'ai une surprise pour vous. OK, bon. Hilton Garden Inn. Je suis avec Noémie, Stéphane. Puis, on a bien été élevés quand on était jeunes. Nos parents nous ont toujours dit de redonner au suivant. Donc, on s'en allait à Boston. On s'en va toujours à Boston, entre autres. On est à Boston. On est dans le Massachusetts, mais on est à Tewksbury. Puis, on redonne au suivant. On a été chercher la fameuse valise, le carry-on de Christine. Il est entre de bonnes mains, puis il va retourner au bercail dans quelques jours. Donc, cheers! Voici Stéphane et sa blonde Noémie. Donc, bon. C'est une vedette. Non, mais écoute, on parle souvent des points négatifs là, reliés aux réseaux sociaux, mais il y a quand même du positif, puis je vais vous le prouver aujourd'hui. La semaine passée, Jacques-Alexis, au début, je le trouvais tannant, mais en tout cas, bref, il a coupé l'extrait où je racontais ma péripétie puis je lançais un appel à l'aide. Il a mis ça sur nos réseaux sociaux de Radio-Canada Sport. Et là, l'histoire, c'est qu'il y a Normand qui écoute notre balado ou qui a vu juste l'extrait, qui est dans un événement à Montréal, puis Stéphane raconte qu'il s'en va passer le week-end à Boston avec sa blonde, puis il dit « Hey, j'ai vu une fille sur les réseaux sociaux qui cherche sa valise. » Et il montre ça à Stéphane, qui me contacte par Instagram. Parce pas, là. J'ai aucune idée c'est qui Normand ni Stéphane, mais maintenant, je les connais très bien. C'est mes sauveurs, hein, c'est tout. Puis, bref, ils partent en escapade d'amoureux, Stéphane et Noémie, et ils ont décidé de faire un petit détour pour moi à Tewksbury pour aller chercher ma valise. Fait que j'en reviens pas, mais je l'ai pas encore. Tu l'as pas? On se rencontre aujourd'hui à Montréal, mais bref, j'ai eu des photos de ma valise qui revenait. Noémie a fouillé ma valise, j'ai donné la permission parce que quand même, eux autres voulaient savoir avec quoi ils passaient les douanes, je comprends bien. Oui, effectivement. Finalement, c'était rien sauf, des bobettes sales puis des crèmes et un fer plat. Mais bref, pour vrai, j'avais désespéré. Je me disais, elle va rester là pour la vie parce que j'avais regardé combien ça coûtait faire le shipping, c'était ça mon histoire. Et je vous confirme que c'était complètement ridicule. Tu aurais fait une fois sur tes bobettes. Là. Ça valait pas la peine. Ça fait que j'étais sur le point de faire un don de mes effets personnels à Tewksbury. Mais je trouve ça fascinant comment les gens sont gentils. Mais ça prouve que pour vrai, il y a comme une petite communauté qui est en train de se former autour de notre balado. Je pense qu'on s'en fait toutes parler. Moi, je salue aussi l'agente Hébert, une policière du SPVM que j'ai croisée près de l'auditorium de Verdun qui me dit « Je viens de me taper les 3 épisodes. » C'est super bon. Puis j'ai pris le petit calendrier métallique qui donnait à la Place Belle lors du premier match. Je l'ai mis, on est 2 filles dans notre département. Je l'ai mis sur le frigo. Puis j'ai dit à mes collègues, vous amenez votre fille à voir cette game-là. Vous amenez vos petits gars à la Place Belle. Vous allez adorer ça. Donc, merci aux gens qui nous suivent et qui nous écrivent. Mais là, est-ce que tu vas leur faire un petit quelque chose? Tu vas leur faire une lasagne ou je sais pas pour les remercier? Qu'est-ce que vous conseillez? C'est ça. Pour vrai, en m'en venant ce matin, je dis qu'est-ce que je donne pour remercier. Le gars, au début, j'ai une petite bouteille de vin. Le gars, il est mixologue. Donc, je me sens. Ouais, non. Je me dis, peu importe ce que je vais lui donner, j'ai l'impression que ça va être poche. Ouais. Fait que une lasagne, c'est le geste. Vrai, là. Moi, mais quand on fait quelque chose maison, là, je pense que c'est. Des biscuits. Tu veux que je fasse une lasagne et des biscuits? Ou des biscuits de Noël. Ça prend bien l'italienne pour me dire ça. Des petits cannolis, là. Oui, OK, on va faire ça en 2-3 heures du matin, mais on pense à ça, des suggestions. Je suis là-dessus, là. Faut que j'aille remercier Stéphane aujourd'hui qui va me remettre ma petite valise en main. Tu prendrais une photo, là. Avec plaisir, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais là, parlons de hockey. Épisode numéro quoi? 4. Donc, épisode numéro 4. La victoire de Montréal subit présentement une pause de 12 jours. C'est selon. Calendrier un peu bizarre parce que c'est la seule équipe Montréal qui a une aussi longue pause. Là, je regardais, je pense que la seule longue période sans match pour une autre équipe, je pense que c'est comme une semaine, Boston. Mais 12 jours après, surtout un match gagné 4-0 lors du match d'ouverture à la Place Belle. Là, il y a 2 façons de voir ça. Moi, à première vue, je me disais, il me semble que
quelle belle façon de perdre un momentum, de perdre un rythme à mort alors que tu es sur un high. Caroline Ouellette me dit cette semaine, ben nous, on voit ça comme un deuxième camp d'entraînement alors que le camp d'entraînement durait juste une semaine. Je sais pas, toi, Steph, tu vois ça comment? Mettons, à l'approche, t'es d'une coach, là, puis là, tu viens de gagner un match, puis là, 12 jours d'entraînement. Mais en même temps, c'est juste un match. T'sais, oui, on peut parler de momentum, mais c'est sûr que on était à la Place Belle, toutes les trois. L'atmosphère était électrique. Donc, c'est sûr que les filles sont sorties de là super pumped. Mais en même temps, un match, c'est quelque chose... c'est pas quelque chose qu'on traîne, exemple, dans une séquence. En même temps, le premier match avait été pour le moins difficile. Donc, de rebondir, ça, c'était vraiment important en sachant qu'il y avait une longue pause. Il n'y a rien de pire que partir dans une pause puis partir avec des idées, disons, négatives. Donc, je pense que, tu sais, comme ils ont très peu de temps, comme Caro disait, d'être capable de l'amener comme un petit camp d'entraînement, puis dire, OK, déjà, on peut peaufiner des choses qu'on aurait moins le temps à voyager beaucoup. Je pense pas que c'est négatif en début de saison comme ça. Mais on dirait que c'est pas juste ça, c'est que là, ils vont jouer un match dimanche, puis après ça, il y a une pause de 10 jours pour la série de rivalité. Là, c'est comme, ça commence à être un peu abusé. Là. 3 matchs en 3 semaines, puis alors que le Montréal va jouer 3 matchs, ben il y en a des équipes qui vont être rendues à 5-6. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu dis que ça va se rééquilibrer, mais aussi ça va faire qu'à un moment donné, Montréal va avoir énormément de matchs en peu de temps, avec plusieurs filles dans sa formation qui va jouer un gros volume de jeu avec l'équipe canadienne, avec l'équipe américaine. Donc ça, à un moment donné, tu sais, Jacques-Alexis, notre réalisateur, lui, il dit qu'il est contre ça. On ne sait pas, il est contre quoi exactement. Je sais pas s'il est contre le calendrier ou s'il est contre le fait que des filles restent à Montréal à s'entraîner toutes seules pendant que les autres partent. Mais bref, sachez qu'il est contre. Donc, on statue là-dessus. Non, mais c'est parce que d'un côté aussi, il y a les filles qui vont rester ici. Il y en a... il y a ça chaque année, là, des pauses internationales, mais cette année, il y en a vraiment beaucoup avec les Jeux olympiques. Donc, tu as des filles qui déjà vont jouer seulement 3 matchs. Puis après, ben, ils vont jouer, mettons, très peu de matchs. Puis ensuite, il y en a qui partent pour des matchs avec l'équipe canadienne, l'équipe tchèque. Mais elles doivent rester ici. Puis ça va être encore le même scénario pendant les Jeux olympiques, tu sais. Je sais pas, il me semble qu'à un moment donné, on va maintenir la motivation, mais aussi le niveau d'intensité. Tu sais, pendant qu'il y en a qui jouent un match Canada-États-Unis, toi, tu t'entraînes à l'auditorium de Verdun. Oui. En même temps, tu peux travailler, tu te dois de travailler. En général, ils vont quand même avoir quelques jours de congé, là, tout dépendant, évidemment, là, les équipes préparateurs physiques, entraîneurs, GM, là, travaillent l'horaire pour s'assurer que le volume est bon. Mais en même temps, c'est des moments qui sont moins le fun parce qu'évidemment, toute l'équipe n'est pas là. Par contre, c'est des moments que tu as peu dans la saison pour travailler sur des choses individuelles. Mais c'est sûr que quand tu joues pas de match, surtout comme tu le dis, là, l'intensité d'un match Canada-US, dans un contexte en plus, là, les Jeux olympiques vont arriver début février très rapidement, c'est sûr que c'est assez difficile tu peux pas comparer ça. Par contre, il y a quand même des joueuses on est plus fraîches, on est moins game shape, là, comme on dit, mais en même temps, des joueuses qui sont quand même plus fraîches. S'il y a des petites blessures, on a le temps avec l'équipe médicale de bien les traiter. On peut travailler, faire beaucoup de vidéos individuelles avec les joueuses. Donc, c'est sûr que c'est pas l'idéal, là. Je suis d'accord avec notre réalisateur. C'est vraiment pas l'idéal. Par contre, ben c'est sûr que la job d'un coaching staff ou d'une équipe là, intégrée de soutien là, au niveau d'une équipe pro, ben c'est de faire le maximum là, avec ce qu'ils ont. Donc, c'est sûr que... Déjà, la pause de 12 jours est peut-être bénéfique pour ça, où normalement, tu sais, des petits bobos, une fille qui a bloqué un tir, normalement, tu vis avec, puis tu retournes jouer le lendemain. Tu sais, cette semaine, je suis allée, puis il manquait Milinkova, il y avait Skamara qui n'était pas là. Pourtant, c'était entraîné les jours d'avant, mais peut-être bénéficier d'une journée de traitement supplémentaire. Tu sais, je pense que je parlais, mettons, de momentum, de rythme, là, mais sauf qu'en même temps, je pense qu'on était un peu... Oui, ça finit 4-0. Mais tu sais, Corey Shari disait, on est à la recherche de trio, mais de duo. Ouais. L'échantillon, il est mince, mais présentement, si on se fait à ce match-là, c'est pas mal un trio qui a fonctionné encore. Donc, présentement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un autre duo ou un autre trio qui s'est manifesté ou qui s'est démarqué? Lors du match préparatoire, le premier match préparatoire, moi, j'étais super enthousiaste. J'étais comme, wow, Murphy, Darkangelo, c'est incroyable. Mais on les a pas vraiment vus lors de ce match-là. Donc, peut-être que ce 12 jours-là d'entraînement va permettre de travailler un peu la cohésion avec d'autres filles. Là. Mais en même temps, un 12 jours en début de saison, me semble que ça se prend pas mal moins bien qu'un 12 jours. Mettons que c'est arrivé au milieu de la saison, là, me semble que, oui, il y a des filles de blessées, mais en début de saison, c'est moins le cas. Là. Mais je pense que, sauf que je pense, mettons, ils prendraient un 12 jours après les Jeux. Oui, exact. Parce que, je regardais... Mais là, il faut rentrer la finale, je pense que Montréal joue comme le 26 février. Ouais.
Puis la finale, c'est le 19. C'est le 19, donc reviennent le 20, 21, ben tu sais, le 20. Tout dépend de reste, les cérémonies de fermeture, je pense que c'est le 22. Oui, c'est ça. Donc, puis tu sais, à cause des Farmers Post, je regardais ça, puis après la série Rivalité, dans le fond, jusqu'aux Jeux olympiques, les filles jouent à peu près comme aux 2-3 jours. Oui, parce que là, après ça, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai l'impression que Montréal puis d'autres équipes aussi vont écoper un peu pour ce calendrier-là. Ouais. Si déjà tu as deux pauses internationales, mais en plus tu as une pause de 2 jours, faut que tu les joues quand même, tes games. Donc là, après ça commence, ça va être le 17, puis après ça va être le 20, puis ensuite, c'est le 23. Donc, elles reviennent à Montréal le 24, puis elles me disaient qu'ils ont un vol, je pense, qui atterrissent à 17 h, quelque chose comme ça. Donc, elles rejouent le 27. Puis là, on joue le 27. Donc, le 26, elles vont devoir s'entraîner pour jouer le 27. Ouais. Donc là, tu dis, OK, Noël, t'es mieux d'être tranquille, là. On va se calmer sur le petit punch. Ce qui est généralement, c'est ce que les athlètes font. Et ensuite, le 2 janvier, le 4 janvier. Ouais. Donc là, c'est comme tu dis, ça va être beaucoup de matchs aux 2-3 jours. Donc, je reste toujours un peu avec ce bémol-là, où pour l'instant, ça va bien à travers la Ligue. Mais voyons voir ce qui va se passer avec la série de la Rivalité. Tu sais, j'ai toujours peur. Tu peux pas y aller à demi-mesure quand tu joues un match Canada-États-Unis. Non. Puis j'ai toujours aussi, pas pour certaines joueurs, c'est l'occasion, le dernier test avant les Jeux olympiques. Est-ce que je vais avoir ma place? Justement, quand on regarde les équipes européennes, il y a des équipes qui ont choisi, comme notamment la Finlande, ont choisi de laisser... Il n'y a aucune fille de la LPH. Premièrement, Steph, il y a le voyagement là, qui... Oui, puis la majorité joue en Europe. Là. Il y a quelques filles, évidemment. Là, on connaît bien Tapani, entre autres, là, qui est probablement la tête d'affiche finlandaise là, dans la Ligue qui joue pour Boston. Donc, souvent, les équipes qui sont vraiment à l'international, donc en Europe, vont éviter, là, surtout qu'il va y avoir beaucoup de voyagements, évidemment, puis les joueuses vont être rapatriées quelques semaines avant, à partir de la pause olympique, là, à la fin janvier. Donc, souvent, c'est ce qu'on va vouloir éviter, c'est beaucoup de voyagements. Surtout, bon, je ne suis pas certaine où la Finlande est là, durant cette pause-là, mais c'est sûr qu'on parle de 6, 7, 8, 9 heures d'avion, tout dépendant où elles vont. Là. Donc, c'est sûr qu'on veut l'éviter sur un 5 jours. Tu sais, la pause commence officiellement le lundi, donc c'est vraiment un 7 jours du lundi au dimanche pour tout le monde. Là. Donc, mais c'est sûr que la série de la Rivalité... C'est quand même Edmonton. On comprend les novembre et décembre, là, mais je pense qu'il va falloir que ça soit assurément revu. Bon, c'est sûr qu'une année olympique, mais un peu comme Jacques-Alexis, je commence à être moins une fan dans le sens que il faut l'élément équipe nationale, du moins du côté nord-américain, c'est sûr qu'il va falloir là, repenser à ça. On sait déjà qu'ils ont modifié les dates du championnat du monde pour aider ça. Donc, là, on va voir avec le temps. La pause actuelle de 12 jours, là, qui n'est pas à cause de la série Rivalité, est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que c'est juste la victoire qui a cette pause-là. Bien, de façon générale, c'est une question, puis là, on ne peut pas l'affirmer à 100 %, mais en général, c'est une question de disponibilité d'aréna. Il y a juste... C'est un hasard, entre guillemets. Bien, c'est ça. Il y a juste Vancouver qui a une aréna qui lui appartient. Les 7 autres équipes, on parle de Seattle, c'est le Climate Pledge Arena. C'est là que l'équipe de Seattle dans la LNH joue. Donc, c'est sûr que c'est pas les premiers. Hein. La victoire, la Place Belle, évidemment, ça reste le Rocket qui est là. Il y a aussi beaucoup de shows. Donc, toutes les équipes sont dépendantes de ça également. Puis on essaie d'être stratégique un peu aussi au niveau des déplacements. Si tu fais voyager l'équipe de l'Ouest, tu essaies de cumuler quelques matchs dans l'Est, un après l'autre. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on dit, ah oui, aller en Europe, c'est 6-7 heures, mais tu sais, le Canada étant ce qu'il est. C'est que là, présentement, Montréal joue dimanche. Ensuite, lundi, les filles qui jouent pour l'équipe canadienne vont quitter vers Edmonton. 2 matchs à Edmonton. Ensuite, Halifax. Il y a un match du Takeover Tour à Halifax. Oui. Et ensuite, Vancouver. Et ensuite, Seattle. Ensuite, on revient à Montréal. Donc, tu sais, déjà là, c'est énormément de voyagements pour des filles aussi qui vont avoir beaucoup de volume de jeu sur un premier trio. Donc, du décalage horaire. C'est ça. Marie-Philippe Poulin, évidemment, Laura Stacey, Erin Ambrose, Anne-Renée Desbiens, Nicole Gosling, Mlinkova, probablement, qui est avec la Tchéquie. Normalement, il y aurait aussi Lina Ljungblom, mais qui est ni vu ni connu. Ljungblom, qu'on n'a pas vu du tout depuis le début du camp d'entraînement. Pas entendu parler. N'était pas là lors de notre car wash. Moi, je l'avais pas entendu, mais l'organisation me confirme qu'à la Place Belle, avant de présenter les entraîneurs et les dirigeants et tout, on a dit absente ce soir, Lina Ljungblom, mais ensuite on l'a passé. Je l'avais pas entendu. Mais tu sais, les blessés, habituellement, je les vois dans l'entourage, derrière, au gym. Je ne l'ai pas vu. Ouais. Donc, c'est un peu mystérieux sur la liste. Surtout qu'au début, il disait qu'elle était malade. Mais quand on avait demandé à Corey Chevrew la première fois qu'on a l'entraînement pourquoi elle n'est pas là, elle a dit « she's sick ».
Mais là, après ça, sur la liste des blessés à long terme, aussi, la liste des blessés à long terme, ça a l'air tout le temps dramatique et très long. Mais en fait, c'est que 21 jours, au moins. Exact. Des fois, elle peut être absente 3 semaines. Puis, tu sais, comme Jade Dagny-Landry est absente 3 semaines minimum, mais déjà en train de patiner parce que dans le fond, elle est blessée au doigt, là, fait qu'elle peut patiner. Là. Oui, exact. C'est une bonne blessure pour garder un minimum de forme. Donc, Liane Humblo, c'est un dossier qu'on va suivre parce que c'est une fille qu'on attendait à sa 3e année de contrat, peut-être qu'elle va enfin éclore. On parlait de son tir, qu'elle n'avait pas tant utilisé les 2 premières saisons. Et présentement, on ne sait pas trop ce qui se passe avec elle. C'est quand même un dossier mystérieux. On va essayer de talonner un peu Daniel Sauvageau et l'organisation pour avoir des réponses. Parlant de l'équipe nationale, là, justement, nos fans, ils posent des questions à Stéphanie, la spécialiste. Oui. En fait, c'est notre cerveau, Stéphanie. C'est le cerveau du balado. OK. Ouais, J'espère que ça ne sera pas un surnom qui va Il y a quelqu'un rester. qui a commenté ça sur quand on parlait d'Abbey Rock ensemble. Ouais. Puis il disait, je pense que je me fierais plus à l'opinion du cerveau, oui, c'est Stéphanie. Vrai. Ah, Puis là-dessus, je le prends même pas c'est comme une gentil. insulte. Je suis entièrement d'accord parce que moi, quand j'ai une question, j'appelle Steph puis je me fie sur elle. Oui, donc c'était sur l'extrait où on parlait du nombre de Québécoises dans l'équipe nationale. Puis là, c'est sur Instagram, Hélène Béliveau qui nous demande « J'aimerais savoir, selon vous, ce que l'Ontario fait différemment de nous pour avoir tant de joueuses sélectionnées partout. Je suis fière de nos Québécoises. Je me demande si c'est une question d'investissement, d'accès aux installations, de structure ou autre. » Parenthèse, il y en a juste 2. Parce que Eve Gascon n'est pas là. Oui. Mais on en profite de faire cette parenthèse-là. Personnellement, je pense pas que ça veut dire que sa place est en péril. Moi, je pense qu'elle risque d'être la gardienne numéro 3, mais là, je veux dire, elle est dans la NCAA en pleine saison. Oui, et c'est fréquent que, justement, les joueuses de la NCAA ne font pas partie de la série de la rivalité en mois de décembre parce que aussi, ça arrive vers la période des examens universitaires. Donc, c'est quelque chose qu'on a quand même vu régulièrement. Il ne faut pas trop s'inquiéter, mais c'est quand même seulement 3. Et c'est Marie-Philippe Poulin et Anne-Renée Desbiens, ils arrivent proche de la fin. Si elles prennent leur retraite pour l'instant, mais Eve est assurément celle qui a le plus de chance. Est-ce que ça va être là 2026? Ça va être, donc, ça va être serré, mais assurément qu'elle va y être. Bien, les hypothèses d'Hélène sont excellentes parce que c'est un peu tout ça. Il faut savoir que l'Ontario a développé une fédération de hockey féminin, ce qu'on appelle la OWHA, en 1975. Donc, ils fêtent leurs 50 ans. Donc, très heureuse de mon poste, évidemment, de directrice de hockey féminin et du développement Hockey Québec. Mais le département officiel de hockey féminin a été créé en mai 2024. Donc, c'est sûr que... puis, il y avait des gens qui travaillaient super fort quand même déjà avant mon arrivée, évidemment. Mais là, on est vraiment comme une équipe dédiée pratiquement à temps plein au hockey féminin. C'est ce qui fait que l'Ontario a développé très, très rapidement une offre de service uniquement pour les filles. Et cette année, là, on continue à battre des records. Fait qu'on est super contents. On est en haut de 9000 joueuses pour la première fois de notre histoire. Ça, 9000 joueuses, ça inclut... Joueuses au Québec. Ça, est-ce que ça inclut les petites filles qui jouent avec les gars aussi? Oui, toutes les petites filles, toutes les filles qui cochent la case filles au Québec, peu importe où elles jouent. Donc, on est en haut de 9500, première fois de l'histoire et de loin. On n'avait jamais passé 7200 ou environ. Oui, exact. Puis là, on était toujours autour de 6000, 8000. Puis en Ontario, elles sont plus de 50 000. Oh, OK. Donc, oui, puis depuis aussi longtemps qu'on se rappelle, ils ont déjà même été à tout près de 60 000 il y a une dizaine d'années là, autour des Olympiques de Vancouver. Donc, c'est sûr qu'ils mettent du temps. Puis ils sont dédiés à 100% avec leur association féminine. Donc, puis c'est sûr qu'en pourcentage, mais c'est sûr que l'Ontario a quand même une plus grande, je pense que c'est près de 14 millions, là, alors que nous autres, on approche du 9 millions au Québec, mais même en ratio de une joueuse par habitant, là, qui est une manière, évidemment, de ramener les données sur un même plancher. On est quand même loin d'eux autres. Là, on est 4e ou 5e par rapport au nombre de jeunes filles qui jouent. Fait qu'on a de beaux défis à continuer à faire ça. C'est quoi la solution? Bien, c'est sûr que quand on met du temps et de l'énergie sur un groupe spécifique, bien, les choses arrivent et c'est ce qu'on fait présentement. Puis en même temps, bien, on se le cachera pas, là, la victoire a un énorme... bien, le hockey féminin, le sport féminin en général qu'on voit de plus en plus, ça donne... les jeunes filles réalisent qu'ils ont l'opportunité parce qu'encore, des fois, on a encore des jeunes filles qui viennent puis disent, bien, je savais pas que je pouvais jouer au hockey.
Puis on est en 2025, tout comme tu en rencontres aussi Christine, puis avec toutes les vox pop que tu fais, vous en rencontrez des femmes, des fois, dans la soixantaine ou même 70 ans, qui sont comme « j'avais jamais vu un match de hockey féminin professionnel ou juste de sport féminin professionnel dans la lignée de l'entertainment. » Ce que je trouve le plus intéressant de rencontrer des partisanes qui ont, dans cet âge-là, 50-60, c'est qu'elles sont tout le temps tellement contentes pour les jeunes filles, mais il y a tout le temps comme un petit sentiment de comme... J'aurais tellement voulu avoir ça quand j'étais jeune. Puis on dirait qu'à chaque fois, j'ai de la peine pour ces gens-là parce que c'est vrai qu'elles ont juste pas eu cette opportunité-là. Mais on parle de femmes de 60-70 ans. Là. Moi, j'ai 38 ans, là, puis je viens de Laval. Là. Je viens pas de loin, on s'entend. Là. Puis moi, j'étais fan, je regardais le hockey à la télé, puis je jouais au hockey dehors, puis je jouais au soccer haut niveau. Puis j'essaie de réfléchir, puis j'en parlais à mes parents récemment. Je dis même, pourquoi je jouais pas au hockey? Ils voyaient bien que j'aimais ça. Ils disaient, mais... Il n'y en avait pas. Je veux dire, il n'y en avait pas. Je connaissais aucune fille dans mon entourage qui jouait au hockey. Et à l'aréna, on n'en voyait pas. Il y avait de la ringuette. Ou du patinage artistique. Mais il n'y en avait pas. Mais si j'avais... C'est certain là, que si j'étais née dans les années 2000, c'est sûr que j'aurais joué au hockey. Probablement au niveau que j'aurais été excellente en passant. Absolument. On n'a aucun doute. J'étais très bonne là, sur la patinoire extérieure devant chez nous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Je t'imagine comme une petite Gallagher. Ça se peut-tu? Une petite peste, là? Oui, de façon très positive. J'allais dire ça avec un autre mot qui se dit pas à Radio-Canada. Une petite... c'est ça. Ouais, qui commence par C, peut-être? Mais tu sais, une petite... c'est ça. J'ai une petite fille de 10 ans, c'est ça, une petite C. J'ai une petite fille de 10 ans qui joue, puis tu sais, moi, Puis tu sais, l'affaire, c'est que c'est dur présentement dans le hockey mineur féminin parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, il n'y a pas beaucoup de filles. Le niveau, évidemment... Et pour le même âge, j'ai moins fort. Mais là, moi, je dis non, il faut les garder du côté du hockey féminin si on veut que, justement, le niveau grandisse puis qu'elle évolue, je veux dire, puis qu'il y ait plus de filles. Mais pourquoi? Puis là, on ne fera pas une entrevue, mais c'est juste, c'est un sujet qui me touche. Pourquoi, Steph, pourquoi les petites filles ne sont pas obligées de s'inscrire au hockey féminin d'emblée, exemple, comme au soccer? Parce que là, il y a encore une mentalité où... Bon, évidemment, des petites filles qui veulent jouer au niveau ou des parents qui veulent que leurs filles jouent au niveau sont comme faut qu'elles jouent avec les gars pour être meilleures, faut qu'elles jouent avec les gars. Fait que souvent, c'est plate, mais des talents, des filles meilleures sont encore avec les gars. Alors que s'ils étaient du côté des filles, on aurait un meilleur niveau global. Bien, c'est sûr qu'il y a des perceptions qu'il faut travailler fort à changer. Premièrement, la première chose pour moi, c'est que la valeur d'une jeune fille au hockey n'a pas à être comparée à celle d'un garçon. Tu sais, la valeur de la jeune fille n'est pas dépendante de ce qu'elle fait avec les garçons. C'est sûr que le hockey, il y a tellement une passion, puis bon, on le comprend bien, hein? On est ici parce qu'on en parle aussi, parce qu'on est des passionnés, mais en même temps, la passion fait que les gens, des fois, il y a des débordements sur ce qu'ils pensent qui est la bonne chose. Puis il y a la perception. C'est vrai qu'il y a du positif dans, disons, l'intensité de jeu ou dans certains éléments de jouer avec des garçons quand on est dans du haut niveau. Mais il y a aussi des éléments spécifiques au hockey féminin qu'on ne développera pas quand on est là. Donc, une certaine confiance avec la rondelle, souvent des rôles de leadership. C'est des éléments que souvent, on va avoir des rôles moins prédominants. Les jeunes filles vont avoir des rôles moins prédominants. Donc, on dit souvent, nous autres, on dirait que le hockey féminin, c'est un des seuls sports où être très bonne et dominer est négatif. Parce que être trop bonne pour jouer au hockey féminin, ben non, il y a quand même des différences. C'est le même sport, mais en même temps, c'est quand même il y a des éléments spécifiques à la discipline, que ce soit au niveau des tirs, au niveau du temps de possession de rondelles. Donc, on se doit d'amener le hockey féminin a un aspect un peu plus physique, plus compétitif. Puis ça vient quand même de l'environnement qu'on crée. Il ne faut pas être complaisant parce qu'on a des jeunes filles. Les jeunes filles, là, il y a une rondelle, il faut leur demander de se battre pour, de se pousser. Ça fait partie du sport. Non, absolument pas. Non, mais dans le sens où tu dis, le côté... Tu sais, à un moment donné, en bowling, si on parle d'enfants de 10 ans, là, des petites filles de 10 ans, je me dis... Nous, on a fait du sport, oui, de haut niveau, les trois. Mais est-ce qu'à la base, c'est quoi? Que les enfants aient envie de faire du sport, tombent en amour avec le sport, se fassent des amis, prennent confiance en elles? J'ai l'impression que souvent, on focus trop sur le fait de dans quelle équipe ma fille doit être ou mon gars doit être pour aspirer au meilleur niveau, pour être dans le sport-études, pour être dans le M13-3. Je veux dire, en bout de ligne, est-ce que c'est vraiment ça, l'essence même du sport? À 10 ans, c'est pas le moment de commencer à penser au niveau professionnel. C'est correct si les jeunes filles ont cette volonté-là, mais le but à 10 ans, c'est d'avoir du plaisir, de découvrir le sport. Là. Parce que vous en connaissez combien des filles
qui jouait des filles ou des gars. Moi, j'ai beaucoup vu des filles qui avaient un méchant bon niveau, qui étaient bonnes, mais qui sont juste écœurées. Puis qu'à 15 ans, dans tous les sports. Puis il faut ça. dire que les filles quittent le sport 7 fois plus rapidement que les garçons au début de l'adolescence. Hein? On le sait, là, les études sont très, très claires. Donc, c'est sûr que l'avantage de jouer avec des filles, c'est que c'est sûr que c'est plus facile de se faire des amis. On se reconnaît. Donc, il faut promouvoir ça. On a une grosse job de promotion puis d'expliquer les bienfaits de jouer avec quelqu'un qui te ressemble davantage. Donc, ça fait partie de ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est la jeune fille aussi a le droit de jouer avec des gens qui lui ressemblent, mais dans un environnement qui est pensé pour elle. Les sports collectifs, et au fait, tu viens d'un sport collectif qui est évidemment à prédominance très masculine comme le hockey, puis il n'y a pas beaucoup de choses qui est pensé pour les filles à la base. C'est un copy-paste, copier-coller de ce qui a été fait. Donc, tu sais, même de ton côté, au rugby, au football, c'est assurément des choses que tu as vécues aussi, là. Ben oui, puis c'est difficile aussi de faire sa place, justement, dans ce milieu-là, parce que souvent, faut dire aussi qu'avec le football, par exemple, moi, j'ai souvent un milieu que les gens ne savent même pas qu'il y a des équipes féminines, fait que les gens pensent automatiquement qu'on joue avec les gars, puis, tu sais, rendu à un certain niveau, tu peux juste plus jouer avec les gars. Comme au hockey. Ben c'est ça, puis ce que j'allais dire, parce que j'entendais même des joueuses qui sont professionnelles maintenant qui disent, une fois qu'on a passé, on a grandi avec des gars, joué avec des gars, puis au moment où on a passé au niveau où on jouait avec des filles, il a fallu qu'on adapte notre style de jeu parce que c'est pas du tout la même affaire. Exact. Donc, quand elles reviennent, de toute façon, c'est souvent ce qu'on entend des fois même des joueuses, exemple, qui ont joué du haut niveau, puis là, ils arrivent où ils s'attendent à être complètement dominantes parce qu'elles s'en viennent au hockey féminin. Parce qu'ils ont été bonnes avec les garçons. Puis une grande dominance, là, puis là, on parle de un peu plus de 2 points par match, là. Il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Puis les quelques-unes qu'il y a, la plupart ont toutes joué sur l'équipe nationale ou sont présentement sur le plan de développement. Fait que c'est vraiment l'élite du 1% de l'élite. Mais tu sais, pour dire pourquoi on peut pas l'obliger, exemple comme au soccer, bien, la réponse est assez simple, c'est qu'on n'est pas capable encore d'avoir une offre équivalente. Donc, encore, à beaucoup d'endroits, c'est qu'il n'y a pas d'équipe partout. Il n'y a pas d'équipe partout à cause du nombre, mais juste de l'offre équivalente. Donc, ça veut dire, mettons, au soccer, tu as un groupe de 8 de petits gars, tu as un groupe de 8 de petites filles, ils jouent. Ils ont le même nombre d'heures de pratique, ils pratiquent en même temps, ils ont le même nombre d'heures de match, ils ont les mêmes entraînements. Au hockey, dans certains endroits, dans beaucoup d'endroits, c'est encore, les filles passent encore en dernier. Il y a moins d'heures de glace. Bien là, les équipes augmentent au féminin. Fait que là je te sens, non, mais là, c'est évidemment. On peut dévier, on peut faire un épisode sur mais c'est sur ça la réalité. Donc, comme on ne peut pas encore offrir une offre qui est équivalente, de dire la jeune fille qui a 11 ans, qui joue au hockey dans le A, exemple qui, dans notre cas, est la 3e catégorie, le 3e niveau. Donc, quel est le niveau équivalent au niveau masculin? Pas en force, pas en talent, pas en tir, pas en... Non, l'équivalence sur l'échelle. Donc, nous, on a du 3A, du 2A, du A et du B. Donc, le 3e niveau, bien, si au niveau masculin, ça leur donne 1 heure de glace par semaine, puis un déplacement d'environ 40 km, bien, pour dire on t'oblige à y aller, on doit être capable d'offrir l'équivalence de ceci, de ça, ce qui est souvent le cas dans les autres sports ou du moins en bas âge. Je connais pas beaucoup de parents de petits garçons autour de moi qui doivent se promener. Puis là, vous avez fait des changements pour que les filles, on voyage moins, là. Exactement. Mais encore... Mais on veut que ça s'améliore encore plus. Faut que tu sois passionné puis que tu veuilles que ton enfant joue au hockey puis que ton enfant aime ça. Parce qu'un parent dont son enfant, ça y tente moyen, là, crois-moi, c'est pas l'autre qui va lâcher d'aller faire 1 heure de route pour une pratique un vendredi soir à 18h. Là. Exactement. Oh, tranche de vie, hein? On sent on le sent dans la... Ah oui, on le sent. Mais je me demande, est-ce qu'il y a une collaboration entre le Québec et l'Ontario? Justement, tu dis qu'il y a une expertise qui a été développée, ça fait 50 ans. Est-ce que vous vous basez un peu sur ce qu'ils ont fait? Oui, bien, on regarde certaines choses. On parle avec, bien, en tout cas, dans mon cas, on collabore avec un peu tout le monde, dans le sens que pour que le hockey augmente, c'est national. Dans le sens qu'on a tous des réalités
similaires et différentes, tout dépendant des enjeux. Mais tu sais, c'est sûr que nous, on se base pas nécessairement sur le modèle de l'Ontario parce qu'on est des décennies en arrière. Je veux dire, ils ont 5 fois notre nombre de joueurs. Donc, c'est sûr que quand on fait le calcul sur le nombre de joueurs sur l'équipe nationale versus, tu sais, c'est sûr qu'en ratio, puis nos joueurs, c'est sûr que c'est des joueurs beaucoup d'impact. Mais quand on met toutes les maritimes ensemble, quand on regarde la Colombie-Britannique, l'Alberta, c'est plus à ça qu'on se compare. Donc, tu sais, mes collègues qui sont dans le hockey féminin dans les autres provinces, on échange des idées, des programmes, on essaye de faire des collaborations pour... Tu sais, quand il y a des championnats, on se rencontre. Donc, c'est vraiment dans l'idée d'augmenter la qualité. Mais c'est sûr que, tu sais, si tu demandes, Stéphanie Poirier, c'est quoi ton objectif? C'est que toutes les filles jouent au hockey féminin. Parce que c'est sûr que si on continue toujours à ce que les 3-4 meilleurs s'en aillent ailleurs, puis on dit, ben le niveau est pas assez fort. Ben oui, mais si on prend les 3-4 meilleurs de chaque équipe masculine puis qu'on les envoie ailleurs, vous allez trouver votre niveau est faible. On est un peu là. C'est la même chose. Donc, puis en même temps, ben il y a des opportunités de prendre du leadership pour une jeune fille qui est bonne. Puis c'est aussi, oui, pour ça. Là, une fille plus jeune, ben elle a l'occasion de jouer maintenant avec des filles un peu plus vieilles. Si elle a les habiletés, elle est capable de le faire. On le faisait à l'époque avec des écarts d'âge encore beaucoup plus grands. Je me rappelle de 12-13 ans de jouer avec des filles de 16-17 ans. Puis, on était quelques-unes comme ça, puis on avait les habiletés. On veut pas retourner là. Non, c'est beaucoup mais trop toi, grand. parce que tu étais dans le en 1, même temps... toi, t'étais dans le 1%. Là. Toi, t'étais ça qu'on dit quand on dit l'élite. Là. Ouais. C'était Stéphanie Poirier. Sauf que, oui, il y en avait d'autres. Oui, mais il y en avait. On était quelques-unes comme ça. Puis en même temps, le bassin, là, on était encore en bas, encore moins élevé. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un commitment des villes pour offrir des heures de glace au hockey féminin. Et ça, c'est assurément un des plus grands enjeux parce que les associations, de façon générale, travaillent super fort. Les régions travaillent super fort. Mais les arénas, soit qu'elles sont privées ou soit qu'elles appartiennent aux villes. Donc, quand tu n'as pas beaucoup de joueurs qui viennent de ta ville parce qu'il y a moins de filles, donc on les regroupe, ben là, t'as pas, exemple, 10 ou 20 gars qui viennent de ta ville. T'as juste 2 filles. Fait que là, tu reçois une demi-heure aux 3 semaines. C'est qu'il faut faire un investissement. C'est ça. On pourrait faire un... D'après moi, on va y retourner souvent au cours de la saison. Oui. Mais là, on va parler un peu de la LPHF. Montréal est en pause, mais il y a d'autres matchs à travers la LPHF quand même. Et là, c'est l'occasion de mettre de l'avant comment je me plante toujours dans mes prédictions. Ophélia, elle aime ça me le dire. Qu'est-ce que j'avais dit, Ophélia? Que Vancouver et Seattle allaient être au sommet du classement. Et où est-ce qu'ils sont en ce moment? Dans cave. Non, mais en fait... Il faudrait regarder à l'inverse le classement. Donc, il sera au début. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est ça. Mais en fait, premièrement, j'avais dit ça avant... Le marché des joueurs autonomes, avant le repêchage et tout. Mais quand même, on a parlé lors du premier épisode, une équipe sur papier, puis concrètement, qu'est-ce que ça va donner sur la glace? Le meilleur exemple, ça avait été New York, justement, lors des 2 premières saisons. Moi, j'avais dit, hey, cette équipe-là sur papier, elle va être dominante, tellement de talent. Ça fait 2 ans qu'elles font pas les séries éliminatoires. Malgré des bons débuts de saison, Premièrement, présentement, New York va bien, mais comme tu me rappelais avant qu'on entre en onde, ça fait comme 3 ans qu'elles font ça. Donc, oui, c'est la 3e année, ça fait 3 ans que... Oui, puis il y a juste 3 matchs. Les équipes ont soit 3 ou 2 matchs de jouer. C'est ça. Mais là, Vancouver, 0 en 2. Moins 8. Non, ben 0... 0 victoire en 2 matchs. Oui, mais en 2 matchs. C'était comme 1 en 3. En tout cas, Mais aussi des méchantes défaites. Moins 8 au différentiel, 5-1, 5-1. 5-1. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ça, tu sais. Premièrement, on parlait du court camp d'entraînement. Pour toutes les équipes, c'est la même situation. Mais elle, je veux dire, c'est une nouvelle équipe. Gros manque de cohésion. J'avoue que il y a eu un match Mashmeyer, un match Campbell. Vite comme ça, tu faisais bon duo de gardienne de but. Puis je dis pas que c'est pas le cas. Mais tu sais, je fais juste parenthèse, moi je suis un peu inquiète pour Mashmeyer. J'ai hâte de voir, là, au moment où on enregistre cette balado-là, Vancouver joue ce soir. Donc, peut-être qu'elles vont... Sûrement que Vancouver va aller gagner genre 8-0 ce soir. Juste parce que tu l'as dit. Juste pour nous dire. Puis Mashmeyer va avoir un blanchissage. Pour nous faire mal paraître. Juste pour dire que finalement, on sait pas de quoi qu'on parle. Non, mais Mashmeyer a eu une blessure. Une grosse blessure pour une gardienne, là, surtout dans la trentaine. C'est Laine?
La laine, comme on dit? Je pense que c'était pas plus. Je pensais que c'était plus le genou. Mais peut-être le genou, mais en tout cas... Genou, ouais. Bas du corps. Bas du corps. Bas du corps. Non, mais ça, c'est Gwyneth Phillips qui a pris sa place puis qui a été incroyable à Ottawa. Ce qui a fait, veut pas, Kevin Smashmeyer s'est fait tasser un peu d'Ottawa puis est allé à Vancouver. Année olympique, elle n'a pas eu de match encore depuis sa blessure où elle a été en mesure de rassurer et dire « Hey, je suis une des meilleures ». C'est plate pour elle parce qu'avant qu'elle se blesse l'année passée, elle était au top de la Ligue. Là. Elle était l'une des meilleures. Elle connaissait ses meilleurs moments en carrière. Là, elle va jouer un des 2 matchs à Edmonton, assurément. En plus, c'est une fille de l'Ouest, hein? C'est une fille de l'Alberta. Donc là, je me dis... proche de la maison. C'est là que c'est un bon test pour elle, ce match contre les États-Unis, parce que le 5-1 ne m'a pas rassurée du tout. Mais elle a reçu beaucoup de tirs, ce match-là, quand même. Puis son équipe a peu marqué. C'est pas juste elle. C'est pas juste elle, mais mettons, elle n'a pas fait la différence dans ce match-là. Elle n'a pas sauvé. C'est vrai que Sarah Nurse s'est blessée, mais un moment donné, c'est comme... Il y a d'autres joueuses dans cette équipe-là. Puis je pense que c'est Vanichova qui disait en entrevue qu'une des raisons pour laquelle elle a décidé de se joindre à cette équipe-là, c'est parce que vraiment, elle regardait les filles qui faisaient partie de l'équipe qui étaient comme « OK, wow, c'est comme c'est des vedettes ». Mais, mettons, Vancouver, là, ça aurait peut-être été bénéfique une pause de 12 jours pour eux. Oui. Se remettre des 2 défaites. Oui, mais tu sais, créer une nouvelle équipe, c'est pas simple. Hein? Ouais. Donc, on a bien beau... Probablement, il y a beaucoup de choses qui viennent avec. On a vu là, toutes les conférences de presse, les événements. Bon, là, après ça, le logo est sorti, les couleurs. Il y a eu beaucoup d'événements hors glace là, pour promouvoir la nouvelle équipe. Là. Les joueurs ont déménagé. Puis, bon, tu sais, Emerald Smashmeyer avec sa conjointe Geneviève Lacasse sont très actifs sur les médias sociaux. Donc, on suit souvent leur vie. Là. Ils ont déménagé fin octobre. Donc, tout juste avant. Ça fait partie de la game, là. Mais c'est sûr qu'elle, je veux dire, elle était l'une des premières joueuses à être signée à Ottawa. Absolument. Elle achète une maison, elle s'installe là-bas. Je veux dire, ils ont eu un enfant. Ils ont eu un enfant. Je veux dire, c'est sûr, c'était pas le plan d'aller déménager à l'autre bout du pays immédiatement. Puis comme elle disait, elle a eu les camps avec Calgary, elle a eu les camps à Toronto, à Montréal, puis il fallait qu'elle déménage à travers ça. Donc, c'est pas une excuse, mais c'est quand même un scénario pas idéal. Oui, puis c'est du monde, tu sais, t'arrives, puis l'équipe, elle n'existe pas. Là, tu pars vraiment from scratch. Donc, c'est sûr que même si sur papier, ils ont une excellente équipe, Cara Murray, la directrice générale, là, qui est l'ancienne entraîneur-chef de l'Université Princeton, est une femme, c'est une femme brillante avec extrêmement d'énergie et de combativité. Donc, c'est ce qu'on s'attend à voir de son équipe, assurément. Mais c'est sûr que de créer une cohésion, c'est pas parce qu'on se met pas parce qu'on a 20 joueuses qui s'y mettent un chandail pareil que la cohésion se fait naturellement. Oui, puis des fois, j'ai l'impression c'est pas parce que tu as des super vedettes puis des gros noms que quand tu les mets dans une même équipe, ça va nécessairement créer de la cohésion. Là. Exact. C'est pas un automatisme. Des fois, c'est difficile, même au contraire, d'avoir des gros noms comme ça qui arrivent à jouer ensemble puis s'entendre. Là. Parce que, tu sais, à Montréal, on revient à Montréal, mais elle parle souvent de la culture. Puis la culture est assez évidente de par les leaders. Là, tu arrives dans une nouvelle équipe, ils ont bien beau dire, ça va être ça, nos valeurs. Mais concrètement, c'est quoi les valeurs? C'est quoi la culture? C'est qui la leader de cette équipe-là? Je me demande, c'est qui la leader de cette équipe-là? Il y en a plusieurs? Oui, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. C'est sûr qu'une Mash est assurément quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Tu sais, Mash, c'est une fille qui est super appréciée. Là. C'est quelqu'un de hyper agréable à côtoyer. Elle travaille fort. Mais tu sais, c'est sûr que même quand on nomme un groupe de leadership, c'est sûr que ça prend un temps pour s'établir. Et puis, tu disais, une culture, ça doit se vivre. T'sais, on peut mettre le nombre de mots qu'on veut sur un mur. C'est quelque chose au quotidien que tu fais, que tes coéquipières font, que tu réalises que tes coéquipières font. Donc, à ce moment-là, ben, tu as envie de le reproduire. Mais ça prend du temps. Oui, puis il faut jouer aussi. Parce que c'est bien beau de dire que ça va être la culture de notre équipe si tu n'as pas joué encore un match. Une semaine de camp, une couple de pratique, puis on part. Seattle, c'est qui la leader? Bien, c'est sûr que tu as Hilary Knight. C'est ça mon point, c'est que tu le sais. Il n'y a pas de Knight et une Poulain dans toutes les équipes. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est, mettons, tu veux créer une nouvelle équipe. D'emblée, tu as d'autres gros noms, tu as d'autres personnalités. Mais d'emblée, tu regardes Seattle, tu sais que c'est Hilary Knight qui mène cette équipe-là. Là, Vancouver, je me dis, j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé aussi à New York. On a voulu que ce soit Sarah Fillier, mais elle était tellement jeune. Est-ce qu'elle était prête à avoir ce rôle de leader-là avec des personnes autour d'elle qui se pensaient peut-être plus big shot qu'elle, en quelque sorte? Fait que je pense que c'est ça aussi, à un moment donné, c'est quoi la culture, c'est quoi la... On voit, c'est 2 matchs, mais ça commence bien mal. Puis même Seattle a perdu son match d'ouverture devant une foule record, ça, c'est plate un peu. Surtout pas de but. Il n'y a rien. Puis oui, par blanc,
excusez, Vas-y, ça a vas-y. mal sorti, on Vas-y. réessaye. Vas-y. Par jeu blanc. C'est bon. C'est plus facile. Mais quand il y a eu le premier but à la Place Belle au match d'ouverture, je veux dire, tout le monde s'est levé. Ça puis donne de l'énergie ça pour le donne reste de du match. l'énergie. On a vu d'ailleurs les célébrations. Je veux dire, ça donne... C'est ce que les joueuses, là, assurément, ils ont tellement hâte. Puis là, mais Seattle n'a pas vécu full record, hein, aux États-Unis, évidemment. On va se rappeler que la victoire encore... le record du premier match au Centre Bell la première saison. Mais assurément que là, on veut marquer. Fait que là, il y a un petit stress parce qu'on a hâte de vivre cette dose-là d'amour. Et on se rappelle le premier match Vancouver, quand ils ont joué, le premier but qui a été marqué par Sarah Nurse, elle a dit à quel point ça avait été... Elle dit, j'ai joué des matchs importants dans ma vie, là, mais... Le feeling de la foule quand on a marqué le premier but, c'était, elle dit, c'est plus, puis c'est quand même une Olympienne, une gagnante. Elle a dit, c'est un feeling incroyable. Puis, tu sais, Marie-Philippe, Laura, quand elle parle d'ici à Abbey Rock, quand elle a eu l'ovation et tout ça, tu sais, ils disent à quel point c'est quelque chose qui vient vraiment. On voit souvent Marie-Philippe avec les grosses ovations. Elle en a eu... Combien de standing ovation? Là? Ça plus que nous 3 réunis, mettons. Là. C'est ça. Oui, exactement. Puis, comme à la 10, là, mais tu vois l'émotion quand même encore parce que, tu sais, des care so much. Ils veulent tellement, puis sont tellement fiers aussi de ce qu'elles accomplissent. Donc, c'est sûr que là, Seattle va avoir hâte de marquer. Puis je trouve ça honnêtement un peu plate pour elles qui n'ont pas vécu ce moment-là. Puis on leur souhaite que ça arrive quand même rapidement parce que c'est une pression qu'on veut qu'ils passent. On parlait de l'engouement qu'il y avait autour des équipes de Seattle et Vancouver, les logos, les gens, c'est comme on les regardait, les noms qui ont signé, tout ça. Mais ça vient avec la pression aussi, les joueuses, de se dire, là, imagine, t'es Vancouver, là, tu viens de perdre 2 matchs 5-1, 5-1, là, c'est comme... Faut pas que tu perdes un peu cet intérêt-là, cet engouement-là. Puis, tu sais, là, mettons, on dit Sarah Nurse, là, il se passe quoi avec elle au niveau de la santé? Puis l'année passée aussi, ça a été très difficile au niveau des blessures. Tu sais, c'est un gros point d'interrogation. Puis, une année olympique aussi. Tu sais, Sarah Nurse, là, c'était la joueuse, à part Marie-Philippe Poulin, la plus populaire à travers le Canada et les États-Unis et dans le monde. Je veux dire, elle a fait énormément pour la condition féminine. Dans son cas aussi, la diversité évidemment. Et tout. Donc là, mais là, je veux dire, depuis 1 an et demi, on dirait que sur la patinoire, c'est vraiment plus difficile. Donc, je lui souhaite que ça se place d'ici les Jeux olympiques. Puis je souhaite à Vancouver, parce que je veux dire, en allant chercher Sarah Nurse, il y avait de grandes attentes, autant sur la patinoire que dans le vestiaire avec son leadership. Voyons voir ce qui va se passer. C'est un court échantillon. On va se calmer. À un moment donné, Montréal va jouer des games aussi, puis on va avoir de quoi discuter du côté de Montréal. Puis, écoute, New York, gagne, mais c'est peut-être une question de temps avant que ça se gâche. Oui, je te trouve un peu... Oui, je te trouve un peu au classement négatif. pour le moment. On va leur Non, donner mais ça. moi, Assurément. On va le croire quand on va le voir, comme je dirais. Non, mais tu sais, Sarah c'est vrai, Fillier par va bien, exemple. mais on les a vus à Montréal. Je veux dire, c'était pas incroyable comme match de leur côté. Elles ont du talent, mais le but, c'est est-ce qu'elles vont être capables de maintenir cette constance-là? C'est ça la question. Dans l'actualité cette semaine aussi, les filles, il y a Carla McLeod qui a annoncé une triste nouvelle. Je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour en parler. Donc, Carla McLeod, entraîneur-chef de la Charge d'Ottawa, qui a annoncé qu'elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein. Elle semble très optimiste. Elle va suivre des traitements. Elle a raté le match. Nous, on enregistre comme mercredi matin. De mardi soir, elle n'était pas là. Puis il y a eu un moment lors de la première pause commerciale. Les gens s'étaient fait offrir. C'est comme, je pense que c'était une espèce de gazou. Puis il y avait le petit ruban. Donc, un moment... dans le fond, pour elle. Mais elle devrait être en mesure de revenir derrière le banc. C'est aussi l'entraîneur-chef de la Tchéquie en prévision des Jeux olympiques. Donc, c'est une grosse année pour elle. Elle est confiante de pouvoir être là pour les Jeux olympiques aussi. Mais je voulais qu'on prenne quelques minutes pour dire aux gens c'est qui Carla McLeod. Parce que pour les gens qui ont peut-être commencé à regarder le hockey féminin avec la LPHF, pour eux, c'est la coach de la Charge d'Ottawa et c'est tout.
Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une ancienne joueuse, membre de l'équipe canadienne, 2 médailles d'or aux Jeux olympiques de Turin, je ne me trompe pas, et Vancouver. Oui. Parenthèse, j'en ai parlé avec Caroline Ouellette. Championne du monde également. Championne du monde. J'en ai parlé à Caroline Ouellette cette semaine. Ouais. Quel genre de joueuse que c'est? C'est une défenseuse qui était très offensive, tu pourras en parler, mais tout le monde parle de sa personnalité. Mais d'abord, Steph, tu te souviens de l'avoir vu jouer, là, puis c'est quel genre de joueuse? Bien, c'était vraiment... c'est une joueuse qui a des habiletés. C'était une défenseuse qui avait beaucoup d'habiletés offensives là, dans les grosses années. Puis évidemment, Caroline a joué avec elle pendant des années. C'était quelqu'un d'intelligent sur la glace. C'est sûr qu'on voyait moins de hockey féminin à l'époque. Là, on avait moins l'occasion. On les voyait une fois par année, puis un championnat du monde, puis aux 4 ans aux Olympiques. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'énergie dans sa personnalité, qui est très intense, qui est exigeante dans ce qu'elle demande. Moi, assurément, c'est assurément l'entraîneuse que j'aime le plus écouter en point de presse. Puis, écoute, j'imagine qu'en tant que journaliste, tu l'apprécies beaucoup. Je veux dire, on fait le tour de la Ligue, j'ai fait les Jeux olympiques, des coachs, j'en ai vu beaucoup. Mais Caroline McLeod, que son équipe perde ou gagne, premièrement, hyper respectueuse, hein. C'est très généreuse. Ouais. Puis ses explications, tu veux une bonne clip, là, tu veux comprendre concrètement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Elle prend le temps de te l'expliquer. Elle permet de comprendre les technicalités du hockey, même pour les plus néophytes. Puis c'est vraiment gentille, vraiment généreuse, vraiment charismatique. Puis je pense que c'est ce que les joueurs disent. Elle est comme ça aussi en tant qu'entraîneuse. Puis tu sais, son travail va au-delà de la LPHF, ce qu'elle accomplit avec la Tchéquie, là, quand on demandait aux différents joueurs c'est qui la prochaine nation à rejoindre le Canada et les États-Unis en finale, la nation qui va venir les inquiéter, mais tout le monde dit la Tchéquie. Puis ça coïncide aussi un peu avec son arrivée dans ce programme-là. Là. Oui, assurément. Elle a fait une grande différence. On a vu là, les médailles qui se sont accumulées au championnat du monde pour la Tchéquie dans les dernières années. Donc, passe beaucoup de temps là, avec le programme national à faire des allers-retours en Europe, évidemment, là, très, très souvent. Plusieurs joueuses, d'ailleurs, se sont joints à la LPHF. Puis il y en avait évidemment là, plusieurs. Bon, là, il y a eu des échanges, entre autres une Vanichova là, qui a quitté Ottawa, mais il y avait plusieurs joueuses qui étaient à Ottawa de la Tchéquie qui venait assurément là, sous recommandation de McLeod. Puis c'est... au niveau international, au niveau de l'IHF, elle est très impliquée dans le développement des entraîneuses et le soutien aux femmes entraîneuses. Donc, c'est sûr qu'il y a des réseaux là, internationaux là, qui viennent avec l'IHF. Puis souvent, il y a des événements aux années, aux 2 années, regrouper les femmes, faire des conférences, être disponible pour répondre à des Q&A. Puis c'est toujours une des ambassadrices aussi du programme de soutien. Là. Donc, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié, puis bien, c'est sûr que Colin, qu'on y souhaite que les choses aillent bien. Oui, puis ça paraît aussi, c'est quelqu'un de tellement apprécié. Hier, on voyait dans les gradins là, la quantité de personnes qui avaient des affiches écrites bon courage, Coach Carla, vraiment, c'était beau à voir. Oui, puis quand on la côtoie, je pense que c'est vraiment pas surprenant qu'elle choisisse, parce qu'elle aurait pu garder ça secret, évidemment. Il aurait pu dire, comme souvent dans le monde du sport, pour des raisons personnelles, mais qu'elle choisisse d'aller publiquement, surtout. Tu sais, c'est très symbolique, un cancer du sein dans la LPHF, un sport professionnel féminin, qu'elle choisisse d'aller de l'avant puis être un peu une... Tu sais, devenir aussi, comme elle est depuis le début pour le hockey féminin, d'être un peu une porte-parole pour cette cause-là. Donc, c'est très louable. Puis, évidemment, une pensée pour elle. Mais elle devrait être de retour derrière le banc très bientôt entre ses traitements, puis elle devrait être aux Jeux olympiques de Milan, Cortina. Du moins, on lui souhaite. Stacey breaking with speed. She fires that one on the backhand, tape to Poulenc. Take that quick check over her shoulder. Knew exactly where she was, where she wanted to put that puck. If that's not right on the forehand, you don't have a scoring chance. She throws it tape to tape. Poulenc gets a stick on. Offé. Oui. Qu'est-ce qui a fait jaser cette semaine sur les réseaux sociaux? On salue Marcus? Oui, on salue Marcus. Je vous parle d'un meme aujourd'hui parce que le but de Marie-Philippe Poulin la semaine dernière sur une passe de Laura Stacey a ravivé mon meme préféré dans la LPHF. Si pas mal le préféré de tout le monde. She's gay, Marcus. Vous savez de quoi je parle? Oui, mais pour ceux qui ne sauraient pas. Les femmes... Ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux ou qui ne suivaient pas la première saison. Peut-être. Parce qu'évidemment, ça arrivait à la première saison. C'est vrai. C'est difficile à manquer comme meme, mais quand même, je vais vous expliquer ça. On retourne en 2024.
première saison de la LPHF, premier match de la victoire. Laura Stacey marque son premier but. Et là, elle s'en va célébrer avec sa coéquipière Marie-Philippe Poulain, et qui est aussi, à l'époque, sa fiancée. Et là, évidemment, plein de photos. C'est un beau moment. Ce moment-là est viral sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un décide de publier ce moment-là en écrivant « Imagine marquer un but et célébrer avec ta fiancée ». Et là, un homme du nom de Marcus répond, son fiancé est là. Je ne l'ai pas vu derrière la vitre. Là, Marcus, il n'a pas compris ce qui se passe. Il cherche dans les estrades, pas au courant, derrière le filet. Il se dit, il doit être quelque part. On cherche le fiancé de Marie-Philippe Poulain. T'sais. Puis là, finalement, il y a un autre utilisateur qui répond, sa fiancée est là, numéro 29, Marie-Philippe Poulain. She's gay, Marcus. Et là, elle est gay, C'est Marcus. parti. Et là, c'est parti. She's gay, Marcus est devenu tellement viral, mais Oui. pour vous dire, il y a des chapeaux, des casquettes, des chandails. Comme il y a de la merch qui s'est faite avec She's Gay Marcus. Et non seulement ça, mais Laura Stacey et Marie-Philippe Poulain, à leur bachelorette, portaient un chandail avec la fameuse photo et la fameuse interaction avec Marcus où est-ce que c'est écrit She's Gay Marcus. C'est parfait. Et, ben non, c'est C'est ce qu'on incroyable. aime des médias sociaux. Ouais, Hein? on adore ça. La valise. La valise et Marcus, c'est les 2 points positifs Ça des fait réseaux partie sociaux. d'éléments positifs. Hey, des ta médias valise, sociaux. Christine, s'en vient quasiment au même niveau que She's Gay Marcus. là. Moi, je vous le dis. On va faire un Je vous dis, un journalisme d'enquête, là. Mon projet de carrière, après, je peux prendre ma retraite, c'est de trouver Marcus. Ben écoute, Ok, on est à Radio-Canada, il y a quand Marcus, même des émissions je pense que sérieuses je vais aller voir d'enquête ici. je vais aller voir Marie-Maud Denis. Je vais dire, Ouais. est-ce qu'on Mais peut trouver je veux Marcus? pas péter votre ballon, les amis, mais j'ai un peu cherché Marcus, puis allez pas il est chercher. disparu. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai trouvé l'utilisateur. Ben, en tout cas, si c'est le bon, puis ce que j'ai trouvé, mettons, était pas très... ses publications sont comme pas je très devrais pas le trouver, recommandables. Ouais, non, on n'ira pas là. On Ça ferait parlerait- pas un bon topo, On te je fait pense. confiance. Faites-moi confiance. OK. On va pas là. T'es la reine des médias sociaux, donc c'est- on te fait fait confiance. confiance. J'ai fait journaliste Non, mais- d'enquête. J'ai fait ma recherche. Voilà. Mais non, mais c'est parfait, tout ça. Puis, tu sais, Marie-Philippe et Laura ont décidé d'embarquer là-dedans, Oui. puis ont trouvé ça drôle. Mais puis- ce qui est drôle, c'est que la semaine passée, là, Marie-Philippe Poulain marque son 50e point avec une passe sans même regarder là, de Laura Stacey. Elle saute dans les bras de Laura Stacey. Encore une fois, magnifique photo. Et le compte officiel de la LPHF a écrit « Someone check on Marcus » en publiant la photo. Donc, en français, est-ce que quelqu'un peut s'assurer que Marcus va bien? Et là, je vous ai imprimé... Mais c'était un petit quelque frappant. chose. Dès le début, on a fait c'est la même célébration. Ouais, c'est exactement la même place On a- derrière le filet. Oui, là. on s'est tous dit ça. C'est ça, c'est She's Gay Marcus, partie 2. Et pour vous dire à quel point c'est comme un moment qui est ancré dans la culture du hockey féminin, là, il y a des fans qui font de l'art avec cette fameuse photo de She's Gay Marcus. Et là, moi, je vous ai fait mon top 3, OK, des arts, des partisans que je préfère. Alors, on commence ici en 3e position avec ces Women's Hockey Cards sur Instagram qui fait des publications de cartes de hockey féminin et qui a fait une carte digitale avec la photo ici très colorée. Donc, les gens sur audio, allez sur ce compte Instagram ou regardez-nous sur Ben, c'est ça, YouTube. là. Hey, regardez sur YouTube ou .tv, .tv, qu'est-ce que vous faites là? En 2e position, on a Elena sur Twitter qui a fait une reproduction digitale pour que les gens puissent se procurer des autocollants. Donc, on a ici la j'aime reproduction digitale. Et finalement... Il y en a qui ont du talent, hein, quand même. Non, mais attends de De voir... l'imagination. Attends de voir le numéro 1. Ça, pour vrai, c'est très impressionnant. Je sais c'est qui. Ouais. Vous irez voir sur Instagram, ça vaut vraiment la peine. C'est Samantha Woj, là, j'espère que je prononce son nom comme il faut, qui a fait une vidéo d'elle en accéléré qui, pendant le premier match de la victoire au Centre Bell, était en train de peindre la fameuse photo. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'elle le faisait avec des rondelles de hockey. Donc, je vous montre ici le résultat final. C'est incroyable. Mais toi, tu tricotes, là, du coup, t'aurais pas Ouais. pu nous faire quelque Tricoter, chose, là, là? non, les mais deux tricoter. joueuses. Nous Oh, tricoter. écoute, c'est un bon défi, là, je pense. Toi, tu me dis de faire une lasagne. Toi, tu pourrais Ben faire de l'art écoute, un peu. je garde ça en note, mais là, j'ai promis à ma famille que j'allais comme leur confectionner tous leurs cadeaux de Noël. Donc, j'ai beaucoup de choses sur la planche. Fait Là. que ça sera pour le Noël des campeurs. Ouais, c'est ça sera pour OK. le Noël des campagnes. Parfait, en Donc, juillet. voilà, maintenant, vous savez, si jamais vous vous promenez à la Place Belle et que vous voyez quelqu'un avec une casquette écrit She's Gay Marcus, maintenant, vous connaissez la référence. Oui, Une nouvelle merch. oui. Yes. J'avoue À venir. que si j'étais pas journaliste et que je devais être objective et ne pas porter de merch d'équipe, j'aurais le goût Hey. d'avoir un chandail She's Gay Marcus. Ah non, mais je te comprends tellement là, que moi, je me retiens fort. Là. Moi, je trouve ça très drôle. J'adore ça. C'est hilarant. C'est ça, c'est le fanbase de hockey féminin de la LPHF est très passionné. Si vous allez à la Place Belle, c'est ça. Vous allez en voir. Je pense qu'il y en avait une justement qui avait cette casquette-là lors du match d'ouverture. Fait que c'est génial. C'est super drôle.
Avez-vous quelque chose d'autre à dire? Je pense qu'on est bon. Je pense que On salue Roselyne, qui est à distance en Finlande. Merci à Jacques-Alexis. Jacques-Alexis, on dit jamais merci. Merci pour tout, Jacques-Alexis. Merci pour ton beau travail. De nous parler, de nous poser vos questions, que ce soit quand vous nous croisez dans la rue, à la place Belle. Dans la rue, je ne me vais pas reconnaître dans la rue, là, quand même. Ben, je sais pas qui toi, oui, toi, oui. C'est parce que je sais c'est quoi, c'est les guns. Ouais, c'est ça. Je parlais des guns, je veux dire les biceps. Les biceps, moi, je me promène en camisole l'hiver au cas où quelqu'un soit comme, hey, changement de ligne. Non, mais écrivez-nous sur Instagram, Facebook. On est partout, là. Fait que n'hésitez pas. Hey, TikTok, Jacques-Alexis dit TikTok. Puis c'est son réseau social préféré avec Snapchat. C'est ça, je peux pas toutes les nommer, là, mais écrivez-nous. C'est ça l'important.